Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 avril et on va commencer le journal du jour en parlant du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Et sans surprise, contrairement à ce que redoutait en communication en façade Luis Enrique, le FC Nantes s'est pris une torgnole. J'ai pas d'autre manière de dire les choses. On parlera également de la Coupe de France où cette fois on a eu une petite surprise avec la qualification de l'OGC Nice pour la finale. Est-ce que les Niçois vont réussir à sauver leur saison ? Peut-être. Et enfin, on parlera de 3 blessures, car oui, en ce moment, les joueurs tombent comme des mouches et c'est assez mauvais pour la Coupe du Monde 2026. On parlera donc de Gnabry, d'Estevao et évidemment de Lamine Yamal. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Oui, j'ai réellement eu un trou de mémoire, c'est grave. Pour citer Luis Enrique, est-ce que Kvaras s'est cru en Ligue des Champions ou quoi ? Bon, faut dire qu'en face, c'était mon glorieux FC Nantes, une équipe qui a quasiment, je dis bien quasiment, le niveau de la Champions League. En tout cas, on s'est fait envoyer en Ligue 2 sans pitié et si je détache l'émotion du supporter nantais et que je regarde froidement cette rencontre, je trouve quand même qu'il y a quelques enseignements intéressants à prendre pour les Parisiens. Ça a donc fait 3-0, voici les compositions qui étaient alignées. Beraldo à nouveau essayé en 6 et je trouve qu'il prend de plus en plus ses marques à ce poste, une bonne lecture des situations, un bon moyen d'annihiler les transitions des Nantais. Il a été assez juste techniquement. Luis Enrique l'a énormément apprécié et moi je suis persuadé que Beraldo ça pourrait être une solution de remplacement, pas forcément contre les cadres européens, mais au poste de numéro 6 si tu lui laisses le temps de se développer ici. On avait Dro qui était au milieu de terrain, un joueur plein de potentiel, il le montre une nouvelle fois, mais un joueur qui va avoir besoin de s'aguerrir, il le montre une nouvelle fois. Alors c'est assez marrant parce qu'il a souvent été décrit comme un petit peu tendre, mais j'ai pas trouvé qu'il a été si minable que ça au duel. C'est juste qu'il va falloir du temps avant qu'il développe le niveau pour prétendre avoir une place réellement utile dans ce Paris Saint-Germain. Le héros du soir, c'était évidemment Kvaratskhelia. Et que dire sur ce joueur ? Comment ne pas l'aimer en fait ? Il est capable au cours de la même rencontre d'être un laborieux qui fait des tâches défensives où t'as envie de dire bravo mec, tu ne triches pas, mais aussi une star avec un talent incommensurable capable de gestes de grande classe. Le Kvaratskhelia de ce niveau-là, il est absolument magistral. Du côté du FC Nantes, je vais le dire sobrement, mais Mostafa Mohamed, à part s'être fait remarquer pour son homophobie, ça fait quand même quelques années qu'il ne fait pas grand-chose du côté du FC Nantes. Je suis toujours frustré avec un joueur comme Le Penant, qui à mon goût est un bon footballeur, mais qui est irrégulier, qui gagnerait à être dans un contexte un petit peu plus favorable, parce que je trouve encore une fois que quand on regarde vraiment en détail son match, il y a des choses qui laissent à penser que c'est un excellent joueur, mais de manière générale, la défense du FC Nantes a été un petit peu trop fébrile, a été un petit peu trop naïf dans certaines situations, donc au-delà même la différence de classe évidente entre les deux équipes, bah tu t'es pris un carton phénoménal. Luis Enrique disait avant le match qu'il fallait en gros se méfier, que le match allait pas être simple. J'ai tendance à rire quand je vois le résultat, parce qu'effectivement c'était plié avant même la mi-temps, mais en même temps il a pas fait tourner tant que ça. On pouvait s'attendre à un peu plus de rotation du côté du Paris Saint-Germain. Bon, la conséquence est claire, Paris est prêt pour sa Ligue des Champions et le FC Nantes est prêt pour sa Ligue 2. J'ai quand même l'impression que tout le monde pensait que Strasbourg allait se qualifier face à l'OGC Nice. Le scénario, il semblait écrit d'avance. Nice fait une saison absolument apocalyptique. De son côté, Strasbourg est certes très irrégulier, mais ils ont montré une capacité à être au rendez-vous durant les grands soirs. Mais que voulez-vous, le football est plein de surprises et j'ai quand même l'impression que les Niçois, ils sont jamais aussi forts que quand absolument tout le monde souhaite leur défaite. C'est donc une victoire 0-2 pour les Niçois. Voici les compos qui étaient alignés. Et le héros du soir, il était assez surprenant, c'est Wai, auteur d'un excellent match plein de réalisme. Il a transformé son penalty et a su exploiter ses rares occasions avec un contre qui a été drôlement bien mené, du sang-froid, une bonne qualité d'appel. J'ai juste envie de dire chapeau. Si on poursuit l'analyse, une défense à 3 extrêmement solide du côté des Niçois. C'était cohérent, c'était bien aligné, ça gardait son sang-froid là aussi dans toutes les situations. Et puis on peut parler de Barre qui a fait un match de piston intéressant où il y a eu du déchet, mais il y a eu un apport offensif qui mérite d'être souligné. Nice n'a pas eu le ballon, mais a bien géré ses phases de transition. Et du côté de Strasbourg, t'as eu des tirs, mais pas forcément des tirs toujours très dangereux. Le match de Godot et d'Emega n'a pas aidé. Ils ont vraiment pas été bons. Et je me dis que Nice, qui va chercher cette finale, ça va créer une situation assez marrante où Lens
a quand même un statut de chouchou dans le football français auprès de pas mal de supporters neutres. Quand je dis supporters neutres, c'est qu'évidemment les Lillois vont pas forcément être pour Lens, mais j'ai l'impression que si tu supportes un club qui a aucun rapport, Lens c'est plutôt une équipe que tu vois d'un bon œil. Les Lyonnais également aiment plutôt bien Lens par rapport à Pierre Sage, où on se dit que Pierre Sage mérite un trophée, et Nice, beaucoup de personnes se disent ah si Nice remporte la Coupe de France, ils vont encore aller en Europe, ils vont encore se faire déglinguer. Donc en fait, t'as vraiment l'impression que Nice est une nouvelle fois seul contre tous. Mais je le redis, c'est souvent là où les Niçois sont les plus forts, donc méfiance pour la finale. En tout cas, félicitations à eux. Mauvaise nouvelle pour l'Allemagne, mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich, mauvaise nouvelle pour Gnabry. Ce dernier s'est bel et bien déchiré les adducteurs. On a le verdict médical qui est tombé et c'est une absence pour la Coupe du Monde 2026 qui se dessine. Le joueur lui-même a communiqué là-dessus. C'est un coup dur car on rappelle que Gnabry, il a 30 ans et qu'à 30 ans et vu la concurrence montante en Allemagne, on pouvait estimer que c'était sa dernière chance de disputer une Coupe du Monde. C'est un joueur qui en plus réalise une saison extrêmement intéressante. Il a profité de la blessure de Yamal pour s'installer en tant que solution de prédilection au poste de milieu offensif. Et si en temps normal, je suis pas forcément le plus grand fan de Gnabry, je vais pas vous le cacher, j'ai pas grand chose à lui reprocher sur cette saison. C'est un joueur qui a été extrêmement intéressant. Pour le Bayern Munich, le timing de blessure est paradoxalement plutôt bon ou plutôt pas aussi mauvais que ce qu'il pouvait être parce qu'on a justement Musiala qui est en train de faire son retour dans l'effectif. Gnabry avait profité de son absence pour avoir du temps de jeu. Gnabry est désormais absent. La situation s'inverse et Musiala va reprendre sa place. En tout cas, ça me fait penser à la déclaration qu'a eu Oliver Kahn il y a de ça quelques semaines où il disait qu'à la place de Musiala, il irait pas forcément à la Coupe du Monde pour pouvoir se rétablir pleinement. Je doute pas que Musiala l'aurait pas écouté quoi qu'il arrive. Il a envie de disputer cette Coupe du Monde, mais là, Musiala apparaît comme important pour l'Allemagne et j'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il ira et qui remplacera Gnabry. On souhaite bon rétablissement à Serge Gnabry. Dans la catégorie, t'as de quoi être dégoûté par rapport au timing de ta blessure. Je demandais Estevao, vous l'avez sûrement vu, il s'est blessé ce week-end avec Chelsea face à Manchester United. On était en attente des verdicts médicaux suite aux examens. Eh bien, le verdict est tombé. C'est une déchirure de grade 4, ce qui veut très concrètement dire fin de saison avec Chelsea. Les articles restent prudents sur sa présence ou non à la Coupe du Monde 2026, mais pour une telle blessure, généralement, on parle de 3 à 6 mois d'absence. Là, il faudrait que ça se remette extrêmement vite. Autant vous dire qu'il faut une véritable prière et un miracle pour que Estevao puisse disputer cette Coupe du Monde. De toute façon, tu sentais que ça puait un peu. Quand t'as un joueur qui sur le terrain se retrouve à être blessé alors qu'il n'y a pas de contact, qui sort en larmes, généralement les joueurs sont pas idiots, même avec un si jeune âge, il a 18 ans, tu as une petite expérience de ton corps qui te fait sentir quand ça sent vraiment vraiment mauvais. Pour rappel, Estevao, il a débarqué à Chelsea cet été, il réalise sa première saison européenne et il justifie plutôt bien ses 45 millions parce qu'il est prometteur, il fait avancer le jeu, il dribble bien, mais par contre il a déjà eu des blessures cette saison, donc finalement c'est un joueur qui semble avoir du mal à passer le cap physique. Cette blessure ne sort pas non plus de nulle part, en tout cas déchirement pour lui. Il a que 18 ans, il connaîtra d'autres occasions de participer à des Coupes du Monde, mais ça te fait une belle jambe. Aujourd'hui on est en 2026, on n'est pas dans plusieurs années, le joueur doit avoir du mal à relativiser là-dessus, force à lui. Les haters de Yamal se moquent, les fans du joueur sont dévastés et les amoureux du football sont inquiets parce que Yamal s'est blessé en tirant un penalty avec le Barça et aujourd'hui la presse titre sur une grande inquiétude sur la fin de saison de l'Espagnol, voire sa participation à la Coupe du Monde 2026. Alors ce qui amène beaucoup de moqueries, c'est le fait qu'il s'est blessé en tirant un penalty, mais j'ai envie de rappeler une base, c'est qu'en fait une blessure ça vient pas de nulle part. Soit c'est à cause d'une surcharge, soit c'est à cause d'un mauvais geste. Dans le cas d'un penalty, on peut se dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que finalement si Yamal s'était pas blessé en tirant ce péno, il serait peut-être blessé quelques minutes plus tard au cours de la rencontre ou quelques semaines suivantes dans un autre match, mais en tout cas il y avait visiblement un problème et c'est quelque chose qui était amené à arriver. Moi je suis dévasté de voir qu'il y a autant de gens qui semblent se réjouir de la blessure d'un jeune joueur, parce que déjà Yamal c'est un jeune, je vois pas comment on peut être malveillant envers lui, vous le connaissez pas personnellement, et franchement quand on aime le football, c'est quand même mieux de regarder un match de foot où Yamal est présent qu'un match de foot où Yamal est absent, parce que c'est un mec qui a un talent absolument phénoménal. Moi,
Au-delà de la question Coupe du Monde 2026 ou pas, présence ou non, parce qu'aujourd'hui on est encore en attente des examens au moment où je tourne la vidéo, donc on va pas trop s'emballer sur ce sujet, je commence à nourrir quelques interrogations sur la fragilité du joueur. Regardez les blessures qu'il a déjà eues dernièrement, c'est quand même 46 jours manqués cette saison, je compte même pas sa blessure qui va en ajouter un paquet, et il y a eu pas mal de moments où il n'était pas absent mais où il jouait pas au top, par exemple avec sa pubalgie. Il y a deux scénarios qui se dessinent pour Yamal, un scénario à la Léo Messi qui a été pas mal blessé au début de sa carrière mais où il a retrouvé de la solidité physique après, et un scénario à la Neymar, j'ai pas besoin de vous l'écrire, mais le Brésilien a de son côté eu de plus en plus de blessures et s'il a quand même fait une grande carrière, ça a quand même gâché un petit peu son potentiel. Je croise les doigts pour que ce soit pas si grave que ça pour Yamal. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, on va parler d'un lot de consolation. Je dis ça un peu ironiquement, mais les Strasbourgeois sont tristes, mais par contre les Strasbourgeois peuvent avoir une joie un petit peu malveillante par rapport au destin de leur ancien entraîneur. Évidemment, vous l'avez compris, nous avons parlé du limogeage de Rosenior du côté de Chelsea, il n'aura pas fait long feu. C'est une situation assez invraisemblable qui mérite commentaire, donc ce sera le format long de cet après-midi qui fait bien votre journée. Salut!